Bonjour mes amis, alors aujourd'hui nous sommes le mercredi 2 juillet, c'est l'été, il fait très chaud partout en Europe et donc j'ai trouvé opportun et à moitié amusant d'intituler cette vidéo « L'été sera-t-il chaud aux USA ?» parce qu'après tout, eux aussi se préparent à avoir une canicule, surtout les États-Unis d'ailleurs. Bon, donc, sujet d'actualité, la canicule, je ne vais pas parler de ça bien sûr, mais c'est juste pour vous donner une idée de la relation entre la situation physique et la situation politique aux États-Unis. Bon, alors, je vais faire une liste de thèmes pour justement étayer cette thèse qui consiste à expliquer qu'en fait, il va se passer beaucoup de choses cet été aux États-Unis. Alors contrairement à l'Europe où en général l'été, les gens sont en vacances, ils se relaxent, on va parler de sujets très superficiels. Moi je vais vous parler de sujets plus graves parce qu'aux États-Unis, d'abord l'histoire avance très vite et puis aussi il y a vraiment des thèmes très lourds qui sont en train de se développer, y compris pendant l'été. Alors, le premier thème, c'est Elon Musk et Donald Trump. Alors j'avais fait une vidéo il y a quelques semaines là-dessus, sur leur petite rivalité, conflit, enfin vous l'appellerez comme vous voulez, c'est pas très intéressant. L'idée, c'est justement de comprendre pourquoi ça continue. Effectivement, ils se sont échangés des tweets plus ou moins sympathiques d'ailleurs, c'est assez étrange. D'un côté, ils se congratulent et de l'autre, ils se critiquent très violemment. Alors, bon, est-ce que c'est un jeu? C'est une hypothèse, j'en avais parlé dans ma vidéo. Est-ce que c'est une vraie rivalité ou un vrai conflit? C'est possible aussi. C'est peut-être probablement un peu des deux d'ailleurs. C'est pas difficile à voir, mais simplement il y a quand même sur le fond des thèmes qui sont quand même relativement lourds et c'est pour ça que je voulais en parler dans cette vidéo. Alors par exemple, Elon Musk a affirmé dans un tweet qu'il voulait financer des candidats aux primaires contre les candidats de Trump. Et il a même fait flotter l'idée de créer un nouveau parti politique qui s'appellerait The America Party. Alors, est-ce qu'il utilise le même playbook que notre ami, entre guillemets, hein, il y a beaucoup de guillemets et de caveats dans cette vidéo. Notre ami Soros, bon, je sais pas, je vais mettre ça de côté et on verra ça par la suite. Je ferai probablement une autre vidéo si ça devait arriver. Mais c'est vrai que la situation pousse Musk à éventuellement rentrer en politique. Hypothèse que j'avais écartée dans ma vidéo sur Musk contre Trump, mais que je remets sur la table aujourd'hui parce que je pense qu'il est très motivé pour le faire. Maintenant, il va peut-être changer d'avis. C'est le problème avec Musk et avec Trump. C'est qu'ils sont très difficiles à prévoir. Ils sont imprévisibles dans leur caractère. Ça ne veut pas dire qu'ils changent d'avis, ça veut dire qu'ils sont imprévisibles. Ils disent quelque chose, ils parlent très haut, et puis finalement, ils vont trouver qu'une autre solution est plus appropriée. Ça ne veut pas dire changer d'avis vraiment, c'est plus compliqué que ça. Je ne sais pas si ça vous arrive à vous aussi, mais moi, j'ai une idée, et puis je me dis non, peut-être que je devrais la faire sous un autre angle. Alors c'est pas vraiment changer d'avis, c'est simplement changer de perspective. Voilà, c'est pas pareil. L'avis est le même, mais c'est la perspective qui est différente, la vision qui est différente. Alors, donc Elon Musk donc est opposé à ce Big Beautiful Bill de Trump parce que elle augmente, cette loi augmente la dette publique américaine. Bon, ça c'est discuté. On peut imaginer effectivement. J'ai pas fait une vidéo sur le Big Beautiful Bill parce que c'est pas encore voté, mais on peut imaginer effectivement une augmentation de la dette. Mais aux États-Unis, il y a beaucoup d'économistes qui le disent, comme notamment Mark Twatty. La dette américaine produit de la croissance, ce qui n'est pas le cas en France, par exemple. Donc c'est la différence entre l'endettement américain et l'endettement... c'est une des différences entre l'endettement américain et l'endettement français.
Donc là, peut-être qu'il a tort sur cette position. Mais il y a aussi il y a un autre élément qui est peut-être plus directement lié à sa détestation de la loi, c'est qu'il y a une baisse ou une élimination des aides aux énergies renouvelables et aux véhicules électriques. Alors, Elon Musk a dit non, cette subvention me gêne parce que mes véhicules sont compétitifs, donc sans la subvention, j'aurais pas de problème pour vendre mes véhicules. Alors que là, c'est si on maintient la subvention, ça va poser un problème de compétition parce que ça fausse la compétition. Donc là, il y a un débat là-dessus. C'est pas évident de savoir exactement ce qui est vrai et ce qui est faux. On peut argumenter d'un côté ou de l'autre sur les bienfaits ou les méfaits des subventions aux véhicules électriques et aux énergies renouvelables. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Je peux pas m'étaler là-dessus dans cette vidéo, mais j'en parlerai peut-être une autre fois. Alors le plus drôle, ça c'est Trump, évidemment. Trump, dans un tweet, suggère de stopper donc toute aide aux différents business de Musk pour faire des économies. Ça, c'est une attaque directe contre Musk. Et il rajoute, ça m'a fait rire, ça c'est typiquement Trump, cela contraindrait Musk à retourner en Afrique du Sud. C'est la brutalité de l'expression de Trump, c'est le Trump sans filtre. C'est le Trump brutal, pas du tout fin. J'ai jamais dit qu'il était fin d'ailleurs, sur ce coup-là, sur l'expression. Sur la réflexion, oui. Sur la réflexion, c'est quelqu'un de très fin, quelqu'un de très sophistiqué dans le processus intellectuel de prendre des décisions. Il est pas grossier. Mais sur son expression elle-même, c'est toujours... Alors c'est à moitié pathétique, il faut dire les choses, j'avoue, mais c'est aussi très drôle. Et c'est un petit peu ce mélange de lamentable et de drôle qui fait que Trump est un personnage unique. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais c'est un personnage unique. Bon, voilà. Donc ça, je termine avec Elon Musk et Trump. Maintenant, il y a quelque chose qui s'est produit à la Cour suprême des États-Unis, c'est que Trump a connu une victoire judiciaire sur le dossier d'immigration. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je dois expliquer. La Cour suprême, sans être technique, la Cour suprême américaine a décidé de limiter les pouvoirs des juges fédéraux. En effet, quand on veut contester une décision d'un président, on va devant un juge fédéral, c'est très classique, les Américains sont extrêmement procéduriers, et ils vont demander donc une injonction, c'est-à-dire un blocage de l'exécution de la décision présidentielle pour cause d'inconstitutionnalité. Et le problème, c'est que ces injonctions, jusqu'à présent, étaient au niveau national. C'est-à-dire qu'un juge dans le Wisconsin, je dis une bêtise, un juge dans le Wisconsin, un juge fédéral dans le Wisconsin pouvait bloquer une décision sur tout le territoire américain. Alors, la Cour suprême a estimé en majorité que c'était un abus de pouvoir, que c'était probablement pas l'objet du pouvoir judiciaire par rapport au pouvoir exécutif. Donc, ils ont décidé donc de limiter ces injonctions à simplement un petit territoire. Voilà. Donc ça peut plus être national, ça peut être que dans le ressort de la juridiction du juge qui décide de l'injonction. Bon, ça ne veut pas dire que le procès est éliminé, on pourra toujours continuer à faire le procès sur la constitutionnalité ou l'inconstitutionnalité de cette décision présidentielle. Mais ça ne bloquera pas la totalité du pays sur cette décision. Donc par exemple, Trump veut remettre en cause le statut de protection de certaines catégories, notamment les Haïtiens, eh ben il pourra le faire. Voilà. Donc les Haïtiens, il y avait 1,5 million d'Haïtiens aux États-Unis à cause de la crise en Haïti, les problèmes écologiques et climatiques et autres. Bon, donc il y a 1,5 million qui sont venus, et là maintenant il dit bon ben voilà, maintenant tout est rentré dans l'ordre en Haïti, donc vous allez pouvoir rentrer chez vous.
Et là, bon, ils essayaient de bloquer, mais avec cette décision de la Cour suprême, Trump va pouvoir les renvoyer chez eux. Voilà. Donc il y a ça, il y a aussi ce qu'on appelle le birthright, c'est-à-dire c'est toute personne, c'est le droit du sol. Hein. Toute personne qui naît aux États-Unis devient automatiquement américain. Et par là même, quand cette personne est majeure, donc à 18 ans, cette personne peut sponsoriser toute sa famille pour venir aux États-Unis. Donc on appelle ça les enfants aimants. Aimant, pas du verbe aimer, mais de l'aimant, hein, quelque chose qui attire, magnétique. Donc c'est le problème. Et c'est ce que Trump veut remettre en cause. C'est une vieille loi, la loi du sol, le droit du sol, mais c'est quelque chose qu'il veut remettre en cause. Donc on va voir si c'est fait, ou si c'est quelque chose qui va se développer cet été ou d'ici l'année prochaine. Il faudra une loi, bien sûr, pour ça, une loi du Congrès, mais il est possible que ce soit quelque chose qui se passe pour éviter justement cette immigration magnétique, on va appeler ça comme ça. Voilà, donc ça c'est pour la victoire judiciaire de Trump. Alors un autre thème qui peut se développer pendant l'été et qui aura des conséquences importantes, c'est le remplacement du président de la Fed, donc le chairman, Jerome Powell. Alors Trump a dit qu'il avait des noms pour remplacer Jerome Powell dès cet été. C'est pour ça que l'été pourra être chaud au moins pour la Fed. Mais il y a toujours quelque chose qui se passe en même temps. La Fed vient de proposer donc une réforme bancaire qui permettrait donc aux banques de détenir moins de réserves afin de dynamiser le marché obligataire américain. C'est-à-dire qu'ils seront en mesure d'acheter encore plus de dettes publiques américaines. Alors évidemment, vous allez me dire, c'est logique puisque Trump veut émettre plus de dettes. Oui, c'est vrai que c'est l'intention de Trump et donc ça arrive, il n'y a pas de coïncidence en politique, mais ça arrive au bon moment, je dirais. Donc Art of the Deal encore, oui, bien sûr, ça c'est Trump. Voilà, je te laisse encore. Le mandat de Powell se termine l'année prochaine, si ma mémoire est bonne. Donc il va négocier il va négocier quelque chose en contrepartie d'un mandat qui sera intact jusqu'à son terme. Voilà. Donc c'est ce que Powell va essayer de négocier avec Trump. Et ça risque de marcher, bien sûr, ça risque de marcher. De toute façon, bon, j'avais fait une vidéo sur la Fed, c'est compliqué, c'est une aberration. La Fed en elle-même, institutionnellement, est une aberration puisque c'est une institution qui est mi-privée, mi-publique, mais qui n'est pas totalement sous l'influence du gouvernement américain alors qu'elle détermine la politique monétaire et la politique fiscale. C'est un petit peu compliqué de gérer les finances de l'État quand on n'a pas tous les éléments en main. Et c'est vrai, mais c'est comme ça depuis la création de la Fed et depuis plus d'un siècle, et c'est ce qui pose problème pour la dette américaine. Bon, maintenant, beaucoup de gens sont scandalisés, voire paniqués par le montant de la dette américaine, mais bon, il y aurait beaucoup de choses à dire sur cette dette. Et je pense pas que ce soit si dramatique que ça. Je pense que la situation française, elle, est beaucoup plus dramatique. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens lucides qui en parlent en France. Et je vous engage à les écouter parce que c'est probablement eux qui l'expliquent le mieux. Alors un autre thème qui me paraît intéressant et aussi qui peut déboucher sur quelque chose de bien ou de mal, je ne sais pas exactement, je vais vous l'expliquer. C'est, bon, il y a eu la conférence de l'OTAN à La Haye il y a quelques jours. Trump a demandé à tous ses alliés d'augmenter les dépenses militaires à hauteur de 5% du PIB, ce qui est énorme, hein. La France, je crois que c'est à peu près à 2%, 2, quelque chose %.
Donc c'est quasiment doublé pour beaucoup de pays, même plus, leur budget militaire, ce qui est énorme. Et de façon assez curieuse, les Européens ont accepté. Alors bon, l'Espagne a dit qu'elle pouvait pas, mais bon, je pense qu'ils vont trouver un moyen de l'accepter quand même, parce que ils n'ont pas trop le choix finalement. Trump a une façon de négocier, hein, j'en avais parlé bien sûr dans d'autres vidéos, avec ses alliés, qui est la carotte et le bâton, les leviers, c'est-à-dire si tu fais pas ça, je fais pas ça. Si tu fais ça, je ferai ça. Donc c'est une négociation qui peut être brutale aussi, qui peut être voire violente sous certains aspects, mais qui marche puisque évidemment les États-Unis, alors les États-Unis n'ont pas habitué leurs alliés à être aussi durs. La plupart, à Washington par exemple, les diplomates, les responsables américains sont souvent très mous et quand il y a de l'argent à se faire, parce qu'ils sont corrompus bien sûr, mais ça c'est pas un scoop, hein, ils ont la possibilité d'être beaucoup plus souples sur leurs décisions et donc d'abandonner certaines positions. Donc par exemple, c'est les États-Unis qui financent l'OTAN à plus de 80%, ce qui est absurde dans la mesure où l'Europe n'est plus stratégiquement quelque chose d'important pour les États-Unis, et en particulier pour Trump, mais même pour les autres présidents, il ne faut pas se faire d'illusions. Mais simplement, ils n'avaient pas la capacité intellectuelle ou morale d'imposer une décision aussi forte. Bon, alors, la question c'est, est-ce que les Européens ont les moyens de cette augmentation des budgets militaires? Et à qui profite cette augmentation? Alors, il faut savoir que l'industrie de défense militaire européenne a de très beaux exemples. Hein. Rheinmetall en Allemagne, en France, il y a Dassault notamment, mais je vais en oublier bien sûr. En Italie, en Angleterre, il y a énormément de sociétés européennes qui sont impliquées dans l'armement, bien sûr, mais évidemment. Mais l'objectif aussi de Trump, c'est d'imposer les sociétés américaines. Encore une fois, art of a deal. Donc, qui va en profiter, ça je ne sais pas. Ça va être encore ça va faire encore l'objet de pression. Vous allez me prendre le F-35 et au lieu de prendre le Rafale ou l'avion suédois ou l'Eurofighter, tout ça, ça va être négocié à coup d'enveloppes sous la table, à coup de menaces, etc., etc. Donc on verra bien comment ça va se passer. Mais il faut regarder ça attentivement parce que les contrats militaires sont en général négociés de façon très discrète. Et donc on n'en a pas trop écho dans les médias en général, sauf quand c'est signé. Donc quand c'est trop tard. Et on connaît pas les conditions précises, sauf quand c'est fuité dans la presse, donc on verra bien. Mais tout ça, il faut le garder en mémoire. Alors pourquoi Trump veut une augmentation des budgets militaires des Européens? Ça c'est intéressant aussi. Alors d'abord il a dit, c'est parce qu'il veut pas continuer de payer 80% du budget de l'OTAN qui assure la défense de l'Europe. Mais la défense contre qui? Contre la Russie. Bon, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions là-dessus. Est-ce que la Russie est un adversaire, un concurrent, un ennemi? Je suis pas là je suis là pour poser les questions. Les réponses, je ne sais pas, c'est compliqué. Ça dépend aussi des Européens. En général, c'est l'ennemi toujours qui nous désigne comme ennemi. C'est pas nous. Donc on va voir comment les choses évolueront entre les Européens et les Russes, hein, avec cette histoire d'Ukraine notamment. Mais c'est l'un des points d'achoppement. Mais maintenant, il y a un autre point qui est beaucoup plus américain, c'est là où je veux en venir, c'est que Trump ne veut plus être le gendarme du monde. Il veut se focaliser sur son adversaire, je dirais unique et principal, c'est la Chine, bien sûr. Et il n'en a plus les moyens non plus.
ça c'est très intéressant. C'est quelque chose qu'on ne voit pas directement, mais l'Amérique n'a plus les moyens d'être sur tous les fronts, de financer tout, d'avoir des soldats déployés partout, etc., etc. Alors bien sûr, ils ne vont pas retirer leur base du jour au lendemain, même si peut-être qu'un jour ça arrivera comme ça, j'en sais rien. Mais il est tout à fait possible que que la situation devienne de plus en plus focalisée sur la Chine et que donc les Américains seront de moins en moins présents sur les autres théâtres d'opération. Voilà, donc ça c'est le premier point, et il veut aussi que il veut s'appuyer donc sur des puissances alliées qui soient bien armées, donc des puissances régionales, et dont les politiques étrangères sont évidemment en phase avec les États-Unis. Donc là, c'est beaucoup plus clair. Donc chacun fait sa petite loi dans son petit territoire ou dans sa sphère d'influence. Voilà, c'est plus les États-Unis qui ils ne font plus ça directement, mais ils le font par alliés interposés. Voilà. Donc c'est intéressant donc de voir que l'empire américain se déconcentre et se décentralise. Alors, c'est la première phase du déclin, bien sûr, mais c'est intéressant. C'est intéressant de voir comment Trump le fait concrètement, en réalité. Alors, intéressant comme les choses vont vite, sur un autre sujet, donc c'est sur les négociations commerciales entre le Canada et les États-Unis. Trump avait arrêté brutalement les négociations parce que le Canada voulait taxer les sociétés technologiques américaines. Hein, il voulait établir ce qu'on appelle la digital tax. Et 2 jours plus tard, le Canada a renoncé, a dit non, on renonce, donc il faut absolument revenir à la table des négociations. Encore une fois, application de Art of a Deal. Trump est brutal, il dit non, j'accepte pas, j'arrête toutes les négociations. Le Canada est obligé de revenir. Ça montre la faiblesse du Canada par rapport aux États-Unis, mais ça c'est pas un scoop. Hein. Mais c'est aussi la faiblesse des politiciens canadiens. Bon, mais ça, le Canada, 51e province, État américain, peut-être un jour, je sais pas. Bon, ça c'est un recurring joke, comme on dit en anglais. C'est une blague qui est répétitive, mais ça finira par arriver, je suis sûr. Peut-être dans 20 ans, dans 30 ans, mais ça arrivera. Alors ensuite, les démocrates, alors un sondage qui a eu lieu il n'y a pas longtemps, les démocrates sont moins fiers d'être américains que les républicains. Donc 36% des démocrates sont fiers d'être américains contre 92% des républicains. Donc ça montre un pays qui est de plus en plus divisé. Bon, ça c'est pas un scoop, j'en ai parlé aussi dans plusieurs vidéos dans le passé, mais je crois que la division se fait de plus en plus profonde. Et alors j'avais fait plusieurs vidéos sur la guerre civile aura-t-elle lieu, etc. En tout cas, il y a les bases, il y a les prémices. Quand il y a à peu près 50% de démocrates aux États-Unis, un petit peu moins, et le reste c'est des républicains ou autres, quand on voit que la moitié du pays on va schématiser, la moitié du pays ne se sent plus fier d'être membre de ce pays, d'être citoyenne de ce pays, on peut se poser beaucoup de questions, effectivement. Bon. On verra. Là encore, est-ce que ça va se développer cet été? Est-ce que j'avais parlé des émeutes, on en parle moins, mais elles ont toujours plus ou moins lieu. On verra bien. Alors, un autre, ça c'est le dernier thème. C'est ce qui s'est passé à New York City, justement, hein, en parlant de division, lors des primaires démocrates. Donc les élections pour le maire de New York auront lieu en novembre, mais auparavant chaque parti organise des primaires. Donc c'est une sorte de premier tour. Hein, et donc c'est un démocrate socialiste qui est arrivé en tête, qui s'appelle Mamdani, j'ai pas son prénom. Alors c'est un Indien musulman chiite dont les parents sont profs et artistes. Alors je ferai une vidéo sur lui probablement un petit peu plus tard parce que pour l'instant c'est très tôt pour dire qu'il va gagner les élections. Il peut se passer beaucoup de choses d'ici là.
Donc je vais pas faire une vidéo, enfin pour l'instant, je vais pas faire de vidéo sur lui, mais j'en ferai une peut-être plus tard quand les choses se développeront. Mais c'est intéressant de voir que ce garçon est un bourgeois. Il fait partie de la bourgeoisie, qui a vécu dans pas mal de pays d'ailleurs avant de venir aux États-Unis. Il a été naturalisé il y a à peu près 7 ans, américain, et donc il s'est lancé dans la politique. Ça a toujours été un militant, un activiste. Et c'est intéressant parce que en fait, c'est un représentant typique de la bourgeoisie cosmopolite qui passe de pays en pays et qui en fait nourrit une détestation de la classe moyenne. Parce qu'en fait, c'est ça, quand on est socialiste ou quand on est communiste, on déteste les classes moyennes, parce que les classes moyennes, ce sont des classes les gens de la classe moyenne sont des gens qui, d'abord, qui permettent aux pauvres de s'élever. Après tout, les pauvres peuvent devenir classe moyenne, et qui sont aussi c'est aussi un tremplin pour devenir bourgeois. Mais la bourgeoisie, elle ne voit que son intérêt égoïste. Alors attention, je ne suis pas en train de faire un discours communiste, hein. Je suis en train d'expliquer que en fait la bourgeoisie est obsédée par l'élitisme et donc par le fait d'avoir des privilèges par rapport aux autres. Et donc le seul moyen d'avoir des privilèges, comme en URSS, c'est de faire un système communiste. Voilà, la nomenclatura, elle vivait très bien sous l'ère communiste. Donc la bourgeoisie veut recréer ça dans des démocraties comme en Europe ou aux États-Unis. Et donc c'est pour ça qu'ils poussent au socialisme, même dans une ville comme New York où c'est le symbole du capitalisme avec Wall Street, etc. Mais c'est absurde, mais c'est comme ça. Mais que 450 000 personnes aient voté pour ce type aux primaires, c'est très grave. Le monde est fou, ça c'est sûr. Bon, alors évidemment, comment il a fait pour être élu ? Il a évidemment séduit les classes supérieures, les bourgeois, qui adorent s'encanailler avec des théories à la con, comme le socialisme. Et il a aussi séduit les pauvres, parce qu'il y a beaucoup de pauvres à New York aussi. Et par de la démagogie pure, notamment plein de choses gratuites, évidemment, les bus gratuits, les repas pour les enfants gratuits, tout gratuit. Et des supermarchés gérés par la ville, comme en Union soviétique. Le blocage des loyers, enfin bon, on sait que le blocage de loyers, ça va faire une pénurie de logements, puisque les gens vont refuser de mettre leur logement sur le marché s'ils ne peuvent pas augmenter les loyers comme ils veulent, à cause de l'inflation notamment. Ah bon, alors, déjà que les loyers sont réglementés à New York City, donc si on les bloque en plus, ça va être une catastrophe. Bon, mais tout ça c'est de la démagogie pure, et c'est la déliquescence des villes bleues. Chicago c'est pareil. Mais là on a un personnage qui est extraordinairement intéressant et qui illustre parfaitement le problème. Voilà, donc j'ai fait un tour de piste des points chauds pour l'été, aux États-Unis notamment, mais avec des conséquences en Europe. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à appuyer sur le pouce. Cliquez sur la cloche pour être notifié de mes nouvelles vidéos. Faites tourner les vidéos chez vos amis. Et je vous souhaite un bel été. Je ferai des vidéos, bien sûr. J'essaierai de faire des vidéos chaque semaine, et comme d'habitude. Mais si c'est pas le cas, ne soyez pas surpris. Et puis je vous souhaite un bel été, plein de bonnes choses, et surtout beaucoup de repos et beaucoup de soleil pour vous recharger les batteries avant une rentrée qui va être, à mon avis, très difficile partout en Europe et même aux États-Unis. Voilà, à bientôt mes amis.